Voilà, donc après la, la syntaxe, on est sur la sémantique des programmes X, toujours. Alors, une interprétation relative à P, c'est tout ensemble I de l'espace d'Herbrandt de P. Alors, rappelons quand même ce que c'est que l'espace d'Herbrandt de P. C'est l'ensemble de toutes les versions ground, de toutes les instances ground des atomes et des atomes externes qui arrivent dans P. Oui, d'accord, donc c'est ce qu'on vient de voir là dans l'exemple. Donc une interprétation, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de cette base d'Herbrandt qui contient seulement des atomes. Bah oui, puisque l'espace d'Herbrandt contient seulement des atomes. On sait que on dit que I est un modèle de A à un atome de la base d'Herbrandt de P, et on note I implique A, d'accord? Si A est dans I. Ok? Avec, euh, avec chaque nom de prédicat extérieur, externe, et de G qui appartient à G, grand G, on associe une fonction booléenne d'arité n plus m plus 1, f de et de G, qui assigne chaque tuple i y1, yn, x1, xm, qui assigne à chacun de ces tuples-là soit la valeur 0, soit la valeur 1, où n, c'est l'ensemble des inputs de et de G, et m, c'est l'ensemble des outputs de et de G. Où i, c'est une interprétation de la base d'Herbrandt. Enfin, c'est une interprétation, c'est-à-dire c'est une relative à P, donc un sous-ensemble de la base d'Herbrandt de P. Et xi, yj sont des constantes. Les xi et les yj sont des constantes. Alors en fait, si je comprends bien, je reviens sur la notion d'interprétation relative à P. C'est effectivement un sous-ensemble de la base d'Herbrandt de P, mais qui contient seulement des atomes. Donc les atomes, c'est pas des atomes externes, c'est des atomes. Alors que dans la base d'Herbrandt de P, on a des atomes et des atomes externes, enfin des instances ground, des atomes et des atomes externes aussi. Donc voilà. Alors on va dire que quoi? On dit que I est un modèle d'un atome externe ground. A donc c'est E de G, Y1, YN, X1, XM, qu'on dénote par I implique A, si et seulement si la fonction associée à l'atome, à l'atome externe, enfin au nom de l'atome externe, au nom de prédicat externe, vaut 1. Oui, puisque là on parle d'une instance ground toujours de l'atome. Alors, c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Donc, exemple 47. Associons avec l'atome externe de E-reach une fonction f de E-reach telle que f de E-reach de IEAB égale 1 si B est atteignable dans le graphe E à partir de A, dans I, bien sûr. Donc, on pose I, c'est quoi? C'est le graphe E c'est le graphe dans lequel on a l'arête BC et l'arête CD. Alors, I est un modèle de reach, de E-reach de EBD. Parce que là, du coup, c'est une sorte de requête booléenne, en fait, puisque reach de EBD,
c'est vrai si D est atteignable dans le graphe E à partir de B. Et en fait, c'est le cas. C'est le cas ici. Sauf que ce qui est un peu étonnant, c'est que on définit pas ce que c'est que l'atteignabilité ici. Ouais, c'est un peu bizarre. Enfin bon. Alors, notons que par rapport à la sémantique des atomes d'ordre supérieur, euh, qui essentiellement se, se réduit à la logique du premier ordre as customary. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bref, la sémantique des atomes externes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la sémantique des atomes d'ordre supérieur, donc des atomes, qu'ils soient ordinaires ou non ordinaires, c'est essentiellement la sémantique de la logique du premier ordre. Ok, avec quelques différences. La sémantique des atomes externes, elle est plutôt dans l'esprit de la logique du second ordre, puisque elle implique des extensions de prédicats. Ouais. Considérons l'exemple 45, où les proches de John sont déterminés pour être Al, Joe et Mick. P, P a 6 ensembles de réponses. Chacun d'entre eux contient un ou deux faits invites de John Al, John Joe et invites John Mick. Alors pourquoi chacun d'eux contient deux faits comme ceci? Parce que bon, relative of, on suppose qu'on a le graphe relative of comme ça parce que ici on a la sous-relation, on a tout ce qu'il faut pour générer ces deux relations relation of entre John et Al et entre Al et Mick. On a la relation d'atteignabilité à partir donc sur le graphe relative of à partir de John, et donc on a bien trois personnes possibles. Alors pourquoi on en choisit deux à chaque fois? Bon, déjà il faut absolument qu'on en choisisse un parce que c'est ce qu'on a ici. On ne peut pas avoir not some invited. Il faut absolument qu'on en ait un. Et est-ce qu'on en a forcément un deuxième? On ne peut pas en avoir plus de deux parce que c'est ça qui nous en empêche. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en avoir deux? Pourquoi est-ce qu'on en a deux obligatoirement? Ce qui me pose problème, c'est que ben, c'est le ou, il est quand même, enfin, ça équivaut à un tirage aléatoire en fait. Donc si on a Al par exemple, on a, on a Al qui fait partie de tout ça, qui est différent de John, et donc on choisit de l'inviter. Qu'est-ce qui nous oblige à en inviter un autre? Je ne vois pas. Est-ce qu'on a une explication là? Euh, donc P a 6 ensembles de réponses. Chacun contient un. Ah oui, pardon, un ou deux. Hein, d'accord. C'est un ou deux. Bah oui. Ok. Oui, d'accord. Là, ça s'éclaircit. Bah oui. Soit on en a un, on peut pas en avoir zéro. Donc soit on en a un, soit on en a deux. Et si on en a qu'un, ben, comme il y a trois possibilités, ben, ça nous fait trois avec un. Et si on en a deux, ben, prendre deux éléments parmi trois, il y a trois possibilités, donc ça nous fait trois possibilités. Oui, d'accord, j'avais mal lu.
Ok. Non, non, on en a un ou deux. Ok. Ouais. Alors, soit une règle ground R. On définit I implique H de R. Si Ah oui, d'accord. Là, on va définir, en fait, on veut définir ce que c'est qu'un answer set dans ce contexte-là. Donc, il faut définir un certain nombre de trucs avant. Donc, euh, I implique la tête de R si et seulement si il y a un atome dans la tête de R tel que I implique cet atome, tel que I est un modèle de cet atome. Ensuite, I implique le corps de R si et seulement si I implique tous les atomes qui sont dans B+, et I n'implique pas, n'implique aucun atome qui est dans B-. Et troisièmement, I implique la règle, si et seulement si I implique la tête, quand I implique le corps. On dit que I est un modèle d'un programme XP. On dit que I implique P, si et seulement si I implique R pour toutes les règles ground de P. Là encore, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu précédemment. Et on dit que P est satisfaisable si il a un modèle, bien entendu, comme d'habitude. Du coup, à partir de tout ça, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un answer set. Donc, étant donné un programme XP, le réduit FLP de P par rapport à I inclus dans la base de R bande de P, le réduit FLP de P euh, euh, par rapport, d'accord, par rapport à I. Comme d'habitude, on définit la notion de réduit par rapport à une interprétation dénotée FP de I. C'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les règles ground de P, telles que I implique la tête de la règle. On va dire qu'une interprétation I est un answer set de P si et seulement si I est un modèle minimal de FPI. Le réduit de P, ici, c'est l'ensemble de toutes les règles de ground de P dont les têtes sont vérifiées par I. Et du coup, un answer set, I va être un answer set si c'est un modèle minimal de ce réduit de P par rapport à I, de ce FLP réduit de P par rapport à I. Alors en principe, la valeur de vérité d'un atome externe dépend de ses entrées, de sa liste, de ses entrées de liste et de sortie, et du modèle entier du programme. Bah oui, puisqu'on a vu que là, ici, euh, on a un tuple qui dépend de I, ici. Voilà. Donc en pratique, cependant, on peut identifier certains types de termes en entrée qui permettent de restreindre l'interprétation donnée en entrée à des relations spécifiques. Ça, c'est pas très clair. La fonction booléenne associée avec l'atome externe Erich de edge AX, par exemple, pourra seulement considérer l'extension du prédicat edge et et la valeur constante A pour calculer son résultat. Et simplement ignorer tout ce qu'il y a d'autre dans l'interprétation donnée en entrée. Oui, d'accord, ça dépend pas. La valeur d'un atome de vérité d'un atome externe ne dépend que des prédicats qui sont définis dans l'atome externe, enfin qui sont utilisés dans les inputs de l'atome externe. Edge, ici edge, tout simplement. Ok. Ouais, donc c'est une espèce de formalisme un peu
d'ordre supérieur. On va manipuler, ouais. Bon. Alors dans ces conditions, moi, une remarque que j'ai, c'est que c'est souvent difficile à écrire des programmes comme ça parce qu'on est habitué à la logique du premier ordre où on fait la différence entre un prédicat qui s'applique à des constantes et à des variables, alors que là on met tout au même niveau et on se met à un niveau un peu supérieur. Bon, mais c'est le prix à payer pour une expressivité qui est bien plus grande. Alors on va voir. Donc les propriétés et les caractéristiques des programmes X. Comme mentionné ci-dessus, les programmes X sont une généralisation des programmes DL, consistant en effet en une forme de couplage de règles avec des sources de calcul externes arbitraires au sein d'un cadre déclaratif basé sur la logique. Donc les caractéristiques d'ordre supérieur en fait, sont similaires à celles de Hilog, c'est-à-dire la sémantique de cette extension d'ordre supérieur reste au sein de la logique du premier ordre. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment une sémantique d'ordre supérieur. Voilà, on a un trick, une petite astuce pour que ça reste au sein de la logique du premier ordre. Ok. La sémantique des programmes X étant d'une manière conservative les programmes answer set ordinaires et elle est facilement extensible pour supporter des contraintes faibles. Je me souviens plus ce que c'est que les contraintes faibles. Les prédicats externes peuvent définir d'autres caractéristiques ASP comme les fonctions d'agrégation. Alors la complexité calculatoire du langage dépend des fonctions externes. Donc cette complexité n'est cependant pas affectée si les fonctions externes sont évaluables s'évaluent en temps polynomial. Alors on a un prototype qui est le prototype DLVX, qui est une implémentation donc des programmes X, qui est basée sur une architecture modulaire et flexible. L'évaluation des atomes externes est réalisée par des plugins qui sont chargés à l'exécution. Le pool de prédicats externes qui sont disponibles peut facilement être paramétré, personnalisé par des développeurs tiers. Okay. Alors les applications, les programmes X ont été mis en place pour être utilisés dans plein d'applications, dans différents contextes. Donc par exemple, l'article 70 montre comment combiner des ontologies biomédicales multiples, upper, je ne vois pas ce que ça veut dire dans ce contexte, en étendant la sémantique du premier ordre à de la connaissance terminologique dans la logique des défauts. L'implémentation du prototypal correspondante d'un tel système est donnée en mappant les règles de la logique des défauts à des programmes X. Ensuite, il y a des extensions floues des programmes answer set et leur relation à des programmes X qui ont été étudiés. La première référence, la 86, fait correspondre des programmes, des answer set programs flous à des programmes X, tandis que la deuxième référence, 87, définit une sémantique floue pour les programmes X et donne une traduction en programme X standard. En 88, le langage de planning cassé a été introduit qui a comme spécificité des appels de fonctions externes dans l'esprit des programmes X. Voilà, donc ça a l'air super puissant, ça a l'air un peu ardu dans la modélisation, c'est ce que je disais tout à l'heure.
mais ça a l'air très puissant.